3 récits contemporains dans lesquels j'aimerais tenter d'étudier l'inscription des corps captifs, qu'ils soient témoins ou victimes du joug colonial. Il s'agit de La Quarantaine, de Jean-Marie Gustave Le Clésio, publié en 1995, de Guyane, trace mémoire du bagne de Patrick Chamoiseau, publié en 1994, accompagné des photographies de Rodolphe Amady, dont je n'aurai malheureusement pas l'occasion de parler en ces 20 minutes, mais néanmoins aussi Un dimanche au cachot, publié en 2007, de Patrick Chamoiseau également. Ces récits sont intéressants, notamment dans leur rapport à la temporalité, et c'est la première chose que je vous proposerai de travailler. Leur alternance des temporalités et aussi donc leur relation à l'expérience charnelle d'être mis à l'épreuve d'un espace clos où ils découvrent les signes de l'existence d'une idéologie dominante. Qu'il s'agit du cachot du maître Becquet en Martinique, de l'île Plate en Quarantaine au nord de l'île Maurice ou encore du bagne guyanais. Je vais me poser, après ce premier point, plusieurs questions. D'abord, comment est raconté l'espace reclus? Que racontent de tels univers assez chiffonniers, pour reprendre le terme benjaminien, assez chiffonniers de l'histoire? Et en même temps, se peut-il qu'à leur contact, au contact de ces traces, des traces contingentes au passé colonial soient non plus chosifiées, mais émotionnelles et synesthésiques? Ce qui m'amènera au quatrième point, la question étant, aussi oppressant que soit ce lieu, pourrait-il s'avérer libérateur d'une conscience de soi et d'un esprit de communauté? En filigrane se posera une autre question tout au long de ma communication, à savoir quelle question d'ordre esthétique et idéologique la perception et la figuration du corps palimpsestique soulèvent-elles sur l'indicible de la condition humaine enchaînée? Je vais donc vous proposer une analyse textuelle, empreinte de stylistique, avec le soutien, ici et là, de la phénoménologie, à mon échelle de littéraire, je précise. Donc, la dimension du temps. Pourquoi vous parler de temps avant de vous parler d'espace? Eh bien, la dimension temporelle a profondément évolué suite aux grands conflits de l'époque contemporaine. Monsieur Huesca en avait parlé il y a 2 jours, cette stratification du temps, c'est-à-dire après Auschwitz, la découverte d'Auschwitz, le philosophe tchèque Jan Patočka explique qu'un gouffre dans le temps s'est produit par le fait que la forme des choses, à la fois humaine et matérielle, a été moulée par ces décennies d'affrontements et la force déployée pour leur accomplissement. En d'autres mots, il dit que le XXe siècle symboliserait l'expression même de la guerre, nous isolant, et c'est là que c'est important, il y a un gouffre, une rupture, nous isolant du reste de l'histoire. Donc, il a fallu se rendre à une évidence inédite et quelque peu déstabilisante. Et là, je reprends les mots de Bertrand Westphal quand il dit « Les instants ne confluaient pas tous dans une même durée. Dès lors que la durée est sortie de sa trajectoire rectiligne, l'instant était condamné à faire surface. » Nous avons encore une modification depuis de la perception spatio-temporelle, que ce soit après la décolonisation et les guerres d'indépendance, qui ouvrent l'espace et la perception qu'on en avait par rapport à l'Europe occidentale, ou encore la tombée du rideau de fer, sans parler, et on en a déjà discuté, des transformations technologiques, d'abord visibles dans la mise en réseau et la quasi-cybernétique du monde, qui donne lieu à des renversements économiques, qui façonnent de nouvelles cartes de migration et encouragent l'augmentation de la densité de population. Depuis les années 1960, bien avant le spatial turn, ou encore la théorisation du présentisme, du concept de présentisme par l'historien français François Hartog, émergent donc de nouvelles réflexions érigeant l'espace en vecteur de sens. Et je pense notamment à Michel Foucault et à ses articles sur l'espace et le temps, notamment, et c'est là que c'est intéressant, à partir de son analyse du procès-verbal de Jean-Marie Gustave Le Clésio en 1964. Il dit encore, en parlant des lieux hétérotopiques, et j'en parlerai, que l'espace, que nous sommes à l'époque du simultané, nous sommes à l'époque de la juxtaposition. Il parle donc d'un réseau qui relie des points et qui entrecroise son écheveau.
Oui, mais qu'en est-il de nos trois textes donc? Ces trois textes, justement, illustrent cette stratification du temps en un seul espace. D'abord l'espace du texte même, et c'est là que c'est intéressant d'un point de vue stylistique, où nous avons des effets d'addition, des systèmes d'addition et de répétition. Que ce soit par des phrases polysynthétiques, c'est-à-dire avec des répétitions du « et », par exemple, seuls gardent des mémoires vivantes les vieux bagnards et leurs descendants et leurs contemporains, ou alors des phrases à énumération sans virgule, tout l'amour, toute la haine, toute la douceur, toute la violence dans toute la différence, pas de virgule. Cela impose donc une valeur d'addition. Mais vous avez aussi la répétition, avec un paragraphe comme celui-ci, qu'a retranscrit un dessinateur qui m'est cher pour vous, spécialement pour ce colloque. Vous avez donc ici un procédé d'extension par anaphore, la répétition à l'initiale de mots. Moi, créole américain, je chante les histoires contre l'histoire, je chante les mémoires contre la mémoire, je chante les traces mémoires contre le monument, de Patrick Chamoiseau. Et justement, opposer le pluriel au singulier, le divers à l'unique. Telle est la structure du roman chamoisien, Un dimanche au cachot, qui est découpé en chapitres dont les titres illustrent chronologiquement les différents moments d'un seul dimanche, alors que chaque partie développe une double temporalité, deux époques, deux êtres qui s'entrecroisent. Nous avons d'un côté l'histoire de Caroline, l'enfant troublé, drogué du temps contemporain, qui se réfugie dans un endroit qui se révèle être le cachot, où l'oubliée, que l'on surnommera aussi Caroline, s'est retrouvée recluse du fait de son insubordination dans la plantation en Martinique. De même, si vous prenez la quarantaine, vous avez un véritable chassé-croisé de plusieurs histoires. Vous avez d'abord Léon Archambault, qui part sur les traces de son grand-oncle, dont il porte le même nom. Ça, c'est le récit premier, qui encadre le récit second, c'est-à-dire l'histoire de ce grand-oncle sur l'île Plate, l'île de Quarantaine, sur laquelle il se retrouve alors qu'il a voulu atteindre l'île Maurice pour retrouver sa famille et ses origines. Et là, on est en 1891. 91. Ici et là, intervient de surcroît la mythologie en plus hindoue, la légende de la descente de la Yamuna en Gange dont est issue Suryavati, la jeune immigrante dont tombera amoureux Léon sur l'île, qui elle aussi incarne plusieurs temporalités, plusieurs histoires, nées d'une mère anglaise sauvée par une indienne. Donc plusieurs temporalités coexistent, ainsi s'entrelacent, se succèdent, se juxtaposent en un seul endroit. Le récit au présent qu'inspirent ces lieux de réclusion, destinés à isoler les esclaves insoumis ou les passagers d'un bateau en quarantaine, dans l'espoir que la maladie, la malnutrition et l'hostilité ethnique aient largement éclairci les rangs, avant d'envoyer les services de santé pour les délivrer, mine de rien, ce récit au présent restitue par le biais de l'imagination un passé incompréhensible. Et je reprends les mots de Claude Romano, un passé indépassable. La forme même de l'île devient passé. Je cite, « Je regarde l'île plate, il me semble qu'elle a la forme même du passé. » Donc si pleine, si obsédante, cette mémoire qui nous manque, qui n'existe pas, je cite, donc engorge et renferme l'instant, abolissant pratiquement toute démarcation entre les différentes échappées temporelles. Et on est là dans ce que Claude Romano appelle donc le traumatisme, c'est-à-dire que le passé délaissé pour compte de la chronique historique, la chronique historique n'ayant pas été actée, les populations s'étant empressées d'oublier, l'avoir eu lieu est éprouvé comme étant du présent, et le présent apparaît comme étant du passé. Il est capté tout entier par l'avoir eu lieu et destitué de sa vertu transformatrice. En lui, plus rien n'advient, mais tout revient au même. C'était Claude Romano. Et c'est pourquoi le romancier, que ce soit Chamoiseau ou Le Clésio, alterne le temps figé, enlisé, stationnaire, dilaté, plus grand qu'une vie humaine, de l'isolement, le temps de l'isolement, et le temps aussi, dynamique, des analepses, des retours en arrière, des flashbacks. Une chambre d'écho se crée, menant le lecteur d'un fragment à l'autre, d'une époque à l'autre, un va-et-vient permanent à travers les âges, dans l'étroitesse d'une cellule. Cela renvoie aussi à la définition que donne Michel Foucault des lieux hétérotopiques, qui, pour fonctionner à plein, doivent imposer aux hommes une sorte de rupture absolue avec le temps traditionnel.
Dès lors, l'espace ne se résume plus à une fonction de scène anodine sur laquelle se déploie le destin des paysages, mais s'impose comme enjeu diégétique, substance génératrice, agent structurant et vecteur signifiant. Il est appréhendé comme moteur de l'intrigue, véhicule de monde possible et médium permettant aux auteurs d'articuler une critique sociale de la mémoire. Comment donc raconter cet isolement ? Vous avez une instance narrative autodiégétique omnisciente dans le roman de Chamoiseau, Un dimanche au cachot. Cette instance énonce la fragmentation de sa propre identité par des jeux intéressants. C'est-à-dire que cette instance donne elle-même plusieurs rôles, qu'elle dissocie un peu dans un mécanisme schizophrène. Vous avez l'écrivain, l'éducateur, le lecteur, le guerrier, tous avec majuscules, ou tout cela à la fois, on ne sait jamais. Et ces différentes facettes expriment des opinions diverses. Le narrateur, en tant que locuteur, profère dans ce cas un énoncé dont il n'assume pas le point de vue, imputable à l'une de ses personnalités. C'est un autre énonciateur qu'il peut alors se permettre d'entendre, et de critiquer. La parole n'apparaît donc pas comme le lieu d'émergence de l'individualité, mais bien au contraire la manifestation d'une activité collective. Et c'est encore renforcé par cette intertextualité, cette hypertextualité, que ce soit chez Chamoiseau ou chez Leclésio. On pense alors à la polyphonie de Bakhtin. La polyphonie, c'est un modèle éclaté, multiple, hétéroclite des énoncés et des énonciateurs, selon laquelle la voix narrative n'est pas une source unique de sens. Et là où c'est intéressant, c'est que cette polyphonie, on la retrouve aussi dans l'espace. Le cachot, l'île de la quarantaine, le bagne, ce sont des carrefours de plusieurs parcours, histoires, identités, dessins, engagements, appartenances. Ils sont la scène d'une rencontre incessante entre les langues et les cultures. Si vous prenez l'île de la quarantaine, il y a l'histoire le rapport entre les coulis, les Indiens donc venus travailler sur l'île Maurice, qui transitent par cette quarantaine, et alors ces Français, mauriciens d'origine, qui donc entrent en dialogue avec eux. Et donc, dans l'espace de réclusion se lisent et se déchiffrent les signes de l'existence passée, qui ne se donnent pas seulement à voir, mais à sentir. Dans cet extrait, l'orientation subjective du narrateur chamoisien, ici leclésien, vers lui-même, détermine une fonction très homologue à celle que Jacobson nomme la fonction émotive. Celle qui rend compte de la part que le narrateur prend à l'histoire qu'il raconte, du rapport qu'il entretient avec elle. Et ce rapport est d'abord affectif. Chamoiseau dit « raconter, c'est aimer ». La parole, je cite encore Chamoiseau, la parole témoigne en traces, en réminiscences, en souvenirs protéiformes, où l'imagination mène commerce avec le sentiment et avec l'émotion. Mais cette fonction est aussi morale, voire testimoniale. Cette nécessité testimoniale est d'ailleurs incarnée par le personnage du vendeur de porcelaine, un personnage français qui dans Un dimanche au cachot, a interagi avec les personnages en essayant à chaque fois de modifier le cours de l'histoire, mais sa fonction de témoin le ramenant toujours sur l'arrière-scène. Et cette nécessité testimoniale est d'ailleurs, dont l'objectif de ce personnage est, je cite, d'écouter, écouter encore, écouter toujours, voir, comprendre et réagir au nom de l'humain, s'efforcer ainsi, se refaire ainsi, c'est aussi intéressant. Alors, il y a une véritable volonté métaleptique dans ce récit, également chez Leclésio. Vous avez dans Un dimanche au cachot, de nombreux sous-titres. Questions, interventions, directes ou indirectes, du narrateur à l'égard de son propre récit. Et ça prend donc une forme plutôt didactique, voire une forme plutôt didactique d'un commentaire autorisé de l'action. Et donc la limite entre l'univers de la fiction et celui de la narrateur, voire de l'écrivain, sont complètement transgressés. Le narrateur s'intègre dans la fiction et par là même, il en exhibe les ficelles, brisant toute illusion référentielle. Alors au travers de ce discours qui est à la fois émotionnel, testimonial, explicatif, voire justificatif, transperce le point de vue idéologique d'une voix foncièrement anticolonialiste. Il s'agit d'une voix métaleptique dénonciatrice qui, au-delà de la prison elle-même, s'en prend à tout un système, celui de la colonisation ou des lois du travail inhumaines qui lui ont succédé quand on pense aux coulis. Ce qui m'amène au troisième point. Que racontent de tels univers à ces chiffonniers de l'histoire? Se peut-il qu'à leur contact, les traces contingentes au passé colonial soient non plus chosifiées, mais émotionnelles et synesthésiques?
Si l'on prend cette fois-ci le texte Guyane, trace mémoire de Chamoiseau, avec les photographies de Rodolphe Amadi, photographe germano-algérien. Ces deux hommes se rendent donc sur les lieux, à la découverte des ruines d'un bagne français, un édifice pénitentiaire de, je cite, la mort organisée, où Dreyfus lui-même fut enfermé. Loin des lieux de mémoire théorisés par Pierre Nora, le romancier martiniquais s'intéresse aux espaces coloniaux que l'histoire a omis de recenser et aux traces mémoires dont ils sont couverts. Que sont donc les traces mémoires, au final? C'est un concept tout chamoisien. La trace mémoire, c'est une relique du système colonial. C'est une relique qui porte les stigmates des vies dominées. Elle est collective, elle est individuelle. Sa portée est symbolique, affective, fonctionnelle. Ses significations sont ouvertes, évolutives, vivantes. L'objectif du témoin est alors de les apprivoiser, de les répertorier et de les explorer, dans le but de tisser patiemment la complexité ouverte des patrimoines créoles. Aussi, la description des traces est-elle vidée, dépouillée de toute qualité objective comme ici. Je ne peux pas et ne veux pas vous indiquer le sens de la visite. Plus loin, je ne peux pas et ne veux pas tenir poésie sur les équilibres de volume et autres astuces géométriques. Et donc, en ne pouvant pas, en ne voulant pas décrire les lieux, Chamoiseau lexicalise un manque, un défaut de compétence en tant que descripteur, un défaut de son vouloir, pouvoir dire. Et entre refus et impuissance, ce procédé relève de la prétérition, au sens où l'entend Philippe Hamon. C'est donc le signe d'une tension entre le descriptif et le narratif, qui se traduit par l'impossibilité de dénommer. Et là, les marques de négation, dénégation prétéritive sont nombreuses, elles sont même cumulables. Vous avez le préfixe un, indicible, impossible, inconnu, inoubliable. Vous avez aussi le préfixe ible, renvoyant à une infaisabilité, ou encore des particules négatives, rien, jamais. Le lexique aussi est spécialisé, le lexique spécialisé de la critique littéraire, indiquer, désigner, décrire, procès-verbal, poésie. C'est donc un métalangage particulier. Et aussi des verbes modaux, vouloir, pouvoir, devoir, qui sont mis en mouvement par l'anaphore, ici. Et donc, même si elle annule ce qui est énoncé, et c'est là que c'est paradoxal, la négation n'efface cependant pas les propos, puisque, je cite Benveniste, elle doit poser explicitement pour supprimer. Ce qui m'amène à me demander si le descripteur dit qu'il ne va pas décrire, et qu'il décrit par la négation, pourquoi choisir de le formuler tout de même? Par la prétérition et ses négations descriptives, le narrateur acte son refus de décrire ce qui a servi à briser les esclaves, de libérer, je cite, une ténébreuse mémoire dont seuls les bâtisseurs doivent assumer la damnation. Il n'est pas possible de comprendre ces ruines, il n'est possible, pardon, de comprendre ces ruines non par la description, mais par la sensation. Et c'est là qu'intervient, par exemple, le vendeur témoin, le vendeur de porcelaine. Il ne peut pas décrire le cachot, il ne le fait qu'en termes vraiment généraux. Par contre, je cite, il recueille des sensations, choses confuses qui encombrent son esprit, mais qu'il aime relever pour cerner l'indicible. Et donc, c'est à partir de ce moment que les descriptions deviennent particulièrement intéressantes, du point de vue des émotions. C'est OK de sensations. L'objet, vous avez des descriptions par exemple comme « elle ressent les pierres » et un peu plus loin « toutes les pierres fixent l'oublié ». On a donc ici le procédé de réversibilité dont parle Merleau-Ponty. Et une figure d'une telle réversibilité est donnée notamment par une description synesthésique très intéressante, faite par le narrateur, où il décrit les griffures présentes sur les parois du cachot comme des traînées hurlantes. Vous avez donc ici les traces devenues griffures qui hurlent au narrateur, qui en retour les observe. Et donc les deux participants d'un tissu de visibilité au sein duquel ces marques se donnent sous un autre aspect, dépositeurs de vie antérieure. Et donc impliqué dans cette expérience de réversibilité merleau-pontienne, le cachot constitue un espace sujet, un espace acteur, selon lequel les personnages, actions et récits cessent d'exister. Et vous avez encore d'autres descriptions du cachot.
avec sa gueule de pierre, son estomac de pierre, sa mâchoire de pierre et sa peau sensible. Le cachot se trouve personnifié, ou plutôt zoomorphisé, quand on dit une lourde bête noire. Et ce, au point de se voir attribuer la fonction d'agent de verbe, comme dans la phrase « le cachot a déjà digéré la proie ». Et donc, procédant par assimilation au sens où l'entend Denis Apotéléos, c'est-à-dire par métaphore ou par comparaison, la métaphore est filée dans l'ensemble du roman. Le milieu carcéral n'est dès lors pas une donnée abstraite et figée, mais un organisme qui porte en lui une vie, qu'elle soit humaine ou animale, et sa mémoire maudite dont chantent les pierres sous les doigts de l'oublié, à partir du moment où elle commence à toucher, les pierres murmurent. Qu'elle soit donc sentie, entendue, ressentie, on a la même chose sur Platte, l'île Platte de la Quarantaine. La vibration peut être, puisque régulièrement on fait mention d'une vibration, et cette vibration peut être appréhendée à l'aune du concept de trace-mémoire, dans la mesure où elle est la mémoire de, je cite, ces autres vies, ces corps brûlés, oubliés, dont le souvenir remonte jusqu'à la surface. Ce qui m'amène au quatrième et dernier point. Aussi oppressant que soit le lieu, pourrait-il s'avérer libérateur d'une conscience de soi et d'un esprit de communauté? Si je prends l'oublié et que je regarde sa description en tant que personnage, je me rends compte qu'elle est sans nom, sans visage. Je cite, « parce que là où elle se trouve, ces choses ne servent à rien ». De même, Léon, quant à lui, est, je cite, « celui qui n'a pas de nom, qui est moins qu'une ombre, moins qu'une trace, moins qu'un fantôme ». Ce sont donc des anonymes de la petite histoire, et ils sont appréhendés comme des êtres dépersonnalisés. Il est donc inconcevable qu'ils puissent se rechercher en tant que sujet, de rechercher le sujet, comme dans la formule descartienne cogito ergo sum. Par contre, leur anonymat leur permet de faire l'expérience d'un par-delà le sujet, comme dans cet extrait. Ces êtres sont des réceptacles de sensations, des foyers de perception. Ils sont des êtres, et ça c'est intéressant, aux aguets. Et quand j'entends aux aguets, ça me fait penser à la formule de Deleuzienne, quand il en parle dans l'abécédaire filmé. Je vous explique. Observer devient un acte, dont le sujet est désigné par différentes parties du corps. C'est le corps qui voit, c'est le corps qui sent. Le regard, les mains, les pieds même. Et donc cette capacité à capter les signes, cet état d'alerte permanent est donc une caractéristique pour Deleuze, une caractéristique animale. Elle est en ce sens dépersonnalisante, elle est en quête de l'impersonnel, de l'indiscernable, de l'imperceptible, dans le sens où il y a une certaine abnégation pour être à l'écoute de ce qui se passe, et ce qui est très animal. On est dans, on en a déjà parlé, le devenir animal. C'est donc s'aventurer hors de soi, se déterritorialiser, éprouver les extases d'un être-là qui s'ouvre à l'altérité. Et c'est en ce sens que l'on peut dire que l'animalité est une figure d'altérité. Le devenir implique, selon Deleuze, la notion topologique du milieu, puisqu'il est un entre-deux. Et donc là, on rejoint notre thème du colloque, donc espace et corps. C'est un entre-deux, une frontière, un seuil, on en a parlé aussi, qui se franchit dans un voyage immobile. Et l'événement est déclenché dès le franchissement du lieu de réclusion. C'est vécu comme un événement au sens événementiel, comme le définit Claude Romano. C'est-à-dire que dans sa survenance, dans son imprévisibilité, l'événement éclaire le monde d'une autre manière, oriente l'esprit qui le reçoit en déplaçant l'espace, en actionnant le temps, en leur ajoutant de l'espace et du temps. Je cite ici Chamoiseau. Donc l'oublié n'avait pas imaginé être jeté en cellule. Léon ne pensait pas séjourner sur cette île plate. Tous deux n'ont plus su que, je cite Chamoiseau, trancher et agir dans ce qui vient ou qui survient, entre parenthèses, innommé, informé, sans mémoire, et qu'on doit endurer. Cela relève donc de l'indécidable, de l'inconcevable. Il y a une scène très intéressante qui se répète 2 fois dans le roman de Chamoiseau, où le personnage frotte la pierre. Et la transformation, la métamorphose du personnage en pierre se réalise à ce moment-là. Et c'est pierre avec majuscule.
Et donc ça me fait penser à ce qu'a dit une spécialiste de la description par rapport à l'étymologie du mot transformation, plus particulièrement trans, qui vient du latin terro, c'est-à-dire user en frottant les pierres. Minérale et impalpable, la jeune femme devient le cachot. Je cite, « Elle devient une partie de la pierre levée contre son dos. Elle se fait petit vent abîmé qui tombe de la fente. Elle se fait pierre ou vent, vent ou pierre, pierre avec majuscule. » La construction du sujet et du milieu est un parcours de souffrance. Et l'affectivité, située à la lisière dynamique du sujet incarné et du monde, n'est prélevée ni sur l'un ni sur l'autre, mais sur l'être. Elle n'est pas secondaire, mais contribue à la constitution d'un paysage perceptible dans lequel s'inscrit le sujet dans une continuité vitale. C'est cette continuité vitale qui nous intéresse. Et donc, et là je nous ramène aux fameuses durées du début, et je vais terminer par là. Le processus éminemment temporel de la métamorphose est dans le changement de forme le visible d'une coexistence des durées. Elle est une dynamique et non pas un état. Et je cite Chamoiseau, une permanence en devenir, un fixe qui maintenait sa fixité dans un flux de différence, un film qui la bougeait autant qu'elle donnait l'illusion de la maintenir immuable. Ça, c'est tout le plaisir chamoisien de la phrase, en virgule. Elle permet d'échapper au pouvoir de définition des mots de l'autre, la prétérition dont je vous parlais. Elle déjoue la fixité d'un discours qui voudrait la saisir. La métamorphose apparaît donc comme le signe d'une non-identité. Et justement, en entraînant l'identité dans un mouvement où elle n'a jamais la possibilité de se constituer dans une unicité, elle permet l'édification des différences qui ne s'énoncent plus en termes de contradiction ou d'antinomie, mais en termes de déplacement. Je cite encore une dernière fois le Chamoiseau. Elle ne sent plus de partition en elle, elle ne sent plus la tumulte des croyances, elle croit juste percevoir une emprise qui la concentre à l'infini et qui l'ouvre autant dans le même infini. Encore une chose intéressante, je ne l'ai pas noté mais j'y pense maintenant, par rapport à Chamoiseau, c'est qu'il utilise le terme « des éternités ». Vous me direz, en pluriel à éternité, comment est-ce possible? Ça devrait être un nom qui ne peut pas se pluraliser. Eh bien justement, il ajoute un commentaire métaleptique en disant qu'il y tient à ce pluriel. Et donc, la survenue de l'hétérogénéité chez l'oublié menace l'autorité du maître Beckett, parce qu'elle est une puissance de subversion. L'autre subvertit le même. Le système gagne à répéter l'identique. Or ici, on est dans la pluralité. Et répéter l'identique, c'est permettre d'accroître le contrôle, d'asseoir l'hégémonie, d'éviter ce que le système nomme dysfonctionnement, anomalie, erreur. Et en d'autres termes, donc le devenir animal de Lusien signifie poursuivre l'altérité, résister aux lacis identitaires et policés, échapper aux appareils institutionnels. C'est redevenir vivant, et je termine par là, redevenir vivant, homme, femme, enfant, animal, végétal, minéral. Et je cite, j'avais dit une dernière fois, mais encore une fois, Chamoiseau, elle est là, elle peut vivre, elle porte en elle les sensations et les refus, et les orgueils, et la folie de l'oublié. Elle porte l'émoi du visiteur, la tragédie du maître, et elle regarde avec. Je vous remercie.